Bienvenue dans Il était une fois à Bordeaux, un podcast sur l'histoire passée et présente de Bordeaux, créé et animé par Hubert, guide conférencier. Épisode 3, quand les Chinois rachètent nos vignobles. Avez-vous déjà dégusté un verre du célèbre château Antilope tibétaine ou du fameux lapin impérial? Non? Pourtant, ces vins au nom exotique font partie du vignoble bordelais. Ils ont été achetés et renommés par leurs nouveaux propriétaires chinois. Depuis la fin des années 90, notre vignoble est devenu l'Eldorado des milliardaires de l'Empire du Milieu. Désormais, 170 châteaux viticoles en France sont propriétés chinoises. Qui sont ces investisseurs? Pourquoi ciblent-ils nos vignobles? Quelles conséquences pour notre territoire? Pour répondre à ces questions, j'ai eu le plaisir de faire ce podcast en compagnie de Laurence Lemaire, auteur du livre Le vin, le rouge, la Chine, et Christophe Château, le directeur de la communication du CIVB, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Bonne écoute. Ces Chinois qui achètent des propriétés viticoles dans le Bordelais, comment et quand est-ce que cela a débuté, Laurence Lemaire? Je dirais que ça a débuté en 97 grâce à l'intervention des Hongkongais qui connaissaient le vin, puisque Hong Kong connaît le vin contrairement à la Chine continentale, en tout cas à cette époque. Le premier, en 97, c'était Peter Kwok, qui actuellement a 6 propriétés, dont Château Belfond-Belsier, qui est le seul grand cru classé acheté par des Chinois. Et actuellement, il y a donc 170 châteaux en France achetés par les Chinois, dont 158 à Bordeaux. Et alors, qui sont ces businessmen? Qu'est-ce qu'ils font comme activité en Chine? Alors en Chine, ils sont des industriels, des entrepreneurs dans tous les domaines. Vraiment, c'est pas forcément des gens qui ont une connaissance viticole. Les Hongkongais ont la différence avec la Chine continentale, qu'ils aiment le vin et qu'ils connaissent le vin. Donc naturellement, c'est eux qui ont acheté des vignobles à Bordeaux au départ. Et puis en 2008, il y a eu une deuxième vague de Chinois de Chine continentale cette fois, qui ont acheté un petit peu en masse. Il y a eu un effet de mode. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? C'est ça, hein? Tout à fait. Un effet de mode en 2008. Et il y a eu donc des entrepreneurs, mais également des particuliers. Certains particuliers qui ont été déçus de comprendre à leurs dépens qu'il fallait investir tous les ans et réinvestir en permanence dans une vigne. C'était pas juste un achat comme ça et puis après c'était terminé, il n'y avait plus rien à faire. Et donc il y a quelques particuliers qui ont désenchanté et qui ont été obligés de revendre leur château. Mais globalement, ça se passe bien. Ce sont des gens qui investissent convenablement, qui restaurent la bâtisse. On comprend qu'il y a quelques difficultés dans ce que vous nous dites, mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui attire ces businessmen à Bordeaux? Est-ce que c'est le fait de faire du business ou est-ce que c'est le prestige de la ville de Bordeaux? Mais en fait, la mode d'achat de propriété a été une des conséquences de la mode du vin de Bordeaux en Chine. En Chine, en 2000, on n'exportait que 3000 hectolitres de vin de Bordeaux par an, pour ainsi dire rien du tout. Et on est monté jusqu'à 600 000 hectos, l'équivalent de 80 millions de bouteilles, ce qui est énorme, ce qui fait de la Chine le premier marché de vin d'exportation des vins de Bordeaux. La raison, c'est que les Chinois, la nouvelle génération qui avait réussi dans les affaires, coupaient avec les parents qui buvaient de l'alcool blanc, de l'alcool de riz, et voulaient avoir une vie plus occidentale, parce que c'était la mode de rouler dans des berlines allemandes et de boire du vin français. Et pour les Chinois, le meilleur vin du monde, c'était le vin de Bordeaux, notamment grâce à l'image des premiers grands crus classés édition 55, que sont Lafite, Margaux ou Latour. Et ces vins-là ont créé une notoriété pour Bordeaux au début des années 2000 qui a ouvert des portes. Et beaucoup de cadeaux se faisaient avec des grands vins de Bordeaux, ou de banquets se faisaient avec des grands vins de Bordeaux. Et ça a donné une mode et qui a lancé les vins de Bordeaux en Chine et qui a fait que c'est aujourd'hui notre premier marché de vente à l'export. Vous parlez justement de l'amour des Chinois pour les châteaux classés Margaux, Lafite. Mais les investissements chinois dans le vignoble bordelais, ce ne sont pas des top châteaux en fait. On est sur quelque chose de second plan. C'est assez étonnant. Non, c'est pas étonnant. C'est que ce qui a fait l'image, c'est les grands crus. Mais les 80 millions de bouteilles de vin de Bordeaux qui sont vendues en Chine, c'est pas les grands crus. Les grands crus, ça pèse un tout petit bout de ça. C'est des Bordeaux Sud, des Côtes, des satellites de Saint-Émilion, des crus bourgeois du Médoc. On a toute l'entrée de gamme, le milieu de gamme. Au tout début, les 2 vins qui étaient vendus en Chine, c'est soit les vins les très chers, soit les premiers prix. Et puis au fur et à mesure de la maturité du marché,
les Chinois ont commencé à s'intéresser au milieu de gamme, au bon rapport qualité-prix, et consomment aujourd'hui des vins qui sont entre 10 et 30 euros, l'équivalent de prix en Chine, ce qui est vraiment le cœur de gamme de Bordeaux. Et les acheteurs, comme le disait Laurence, qui sont venus acheter à Bordeaux des propriétés, se sont intéressés à ces vins de milieu de gamme, ces Bordeaux, ces Côtes, et particulièrement avec un attrait pour la bâtisse, parce qu'ils avaient souvent des ambitions œnotouristiques de développer la structure pour recevoir leurs propres clients. Parfois c'était fait pour être développé en outil touristique, et donc ils cherchaient plus une bâtisse de qualité avec un point de vue ou des sujets comme ça qu'un grand cru et un terroir très particulier. Alors, lorsque je fais des visites aux touristes, que je leur explique donc qu'il y a ces châteaux qui appartiennent à des investisseurs chinois, eh bien ils poussent des cris d'orfraie. Et pourtant, quand je parle aux petits propriétaires, dans le vignoble, à Saint-Émilion par exemple, il n'y a que des retours positifs sur la présence des Chinois. On a une vraie dichotomie. Et puis, in fine, c'est vrai que ces châteaux qui appartiennent à des Chinois, ça ne représente que 3% du vignoble bordelais. Et d'autant qu'il y a même pas 3%. 2% vous dites. Ouais. Et d'autant qu'il y a déjà eu d'autres investisseurs. On a des investisseurs américains, on a des investisseurs belges, on a des châteaux prestigieux comme Bechevel qui appartiennent à 50% à des groupes japonais. Le château Margaux appartient à une franco-grecque. Donc ce ne sont pas les premiers à venir. Mais pourtant, les Chinois, il y a une sorte de rejet, une peur, un rejet presque. Pas du tout à Bordeaux, hein. Bordeaux, c'est un vignoble qui s'est construit au cours du temps par ses publics étrangers. On dit aujourd'hui ce qui a fait la renommée de Bordeaux dans le monde, c'est parce que l'Aquitaine était anglaise du temps d'Aliénor et qu'on bénéficiait de facilités d'exportation vers l'Angleterre, vers l'Europe du Nord. Et ensuite, les Allemands, les Hollandais, les Belges sont venus investir. Et ça a été pour nous des vecteurs, des ambassadeurs de notre marque formidable. Et donc on est très favorable à ce que des publics étrangers viennent acheter des propriétés ici. D'abord, ça veut dire qu'ils reconnaissent la valeur de la marque Bordeaux, comme une marque forte de vin dans le monde. Et puis après, ça devient des très bons ambassadeurs de cette marque dans leur propre pays, avec leur propre réseau. Les Chinois qui achètent des propriétés ici, bien évidemment, ils nous aident à déployer la marque Bordeaux en Chine. Donc la filière ne voit pas du tout d'un mauvais œil l'investissement des Chinois ici. D'abord, vous l'avez dit, ça reste très très relatif. Et puis c'est positif, ça sert à notre business, ça sert à notre cause. Mais alors, le précédent président du CIVB, il était anglais, Alan Sichel. Donc pour vous dire que la filière n'est pas allergique à des investissements étrangers à Bordeaux. Je parlais plutôt du grand public qui a cette idée qu'il y a la peur qu'il y a derrière ça. C'est la peur de la perte d'identité, de perte des caractéristiques du patrimoine bordelais. Alors je le disais en introduction, il y a eu des changements de nom de châteaux rachetés par des Chinois, ce qui est, je le rappelle, légal. On peut changer le nom d'un château. Donc c'est le château, par exemple, Sénillac, qui est devenu le château Antilope tibétaine, et le château Lartaud, qui est devenu le château Lapin impérial. Comment vous voyez ces changements de nom? Est-ce que ça vous semble judicieux d'avoir changé ces noms-là? Il faut savoir ce que c'est qu'une antilope tibétaine. C'est un animal qui est absolument très prestigieux. Une antilope tibétaine, c'est un animal protégé qui est en voie de disparition, qui fait des châles très très chauds, qui valent une fortune. Donc pour ce Chinois, en fait, il renommait son château, mais il donnait à son château un nom, encore une fois, prestigieux. Donc évidemment, ça choque. Ça choque les Français, mais les Français sont toujours choqués par ce que font les Chinois en règle générale. Il y avait aussi une appréhension que j'ai ressentie auprès du grand public. Quand un Chinois vient acheter une usine en France, il y a la peur, il va prendre le savoir-faire, il va prendre les machines, il va ramener tout ça en Chine, et il va fabriquer les produits qu'on fabriquait avant en France en Chine moins chers et nous les revendre. Mais c'est pas ce qui se passe avec le vin. Le terroir, c'est pas délocalisable. Un Chinois qui achète une propriété à Bordeaux, c'est pas pour ramener cette propriété en Chine et faire du vin de Bordeaux en Chine, ça n'existe pas ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et après, le nom, ça devient un sujet marketing. C'est que, libre à chacun, si moi j'achète un restaurant demain et que le nom ne me plaît pas, eh bien, je peux changer le nom de ce restaurant pour le nommer à un nom qui correspond mieux au type de positionnement que je souhaite avoir, à la stratégie marketing que je souhaite avoir, à la cuisine que je souhaite présenter et au type de clientèle que je cherche toucher. Donc il n'y a rien de sacré dans le fait de changer un nom de château. Alors je ne vous cache pas, si on changeait le nom de Château Lafite ou de Château Latour demain matin, ce serait plutôt surprenant parce qu'on est des marques mondiales très fortes. Mais il y a 9000 châteaux à Bordeaux, que quelqu'un se dise le nom du château aujourd'hui ne correspond pas
la stratégie que j'ai, je vais avoir un nom qui correspond mieux à ma clientèle, comme j'ai l'Irance. En plus, si c'est un nom prestigieux dans le pays où le vin est revendu, ça pose de problème à personne. Au niveau politique, la seule et unique parole publique marquante, ce fut celle de l'écrivain Philippe Solers, qui est né à Bordeaux, je le rappelle, qui s'était offusqué justement de ce changement de nom, qui avait fait une lettre à Alain Juppé. Est-ce que vous me confirmez qu'en fait la classe politique bordelaise et institutionnelle est unanimement enthousiaste sur ces investissements chinois dans le Bordelais? Oui, moi je vois pas de réticence. Alors, il peut parfois y avoir un risque. Je me rappelle d'un viticulteur bourguignon qui râlait parce que la propriété avait été rachetée cher, propriété voisine. Il disait ça va faire monter la valeur du foncier et ça va nous poser des problèmes dans les cas de succession. Mais là, dans les cas des propriétés qui ont été rachetées, c'est des propriétés qui ont été rachetées au prix des appellations ouais. et il n'y a rien d'anormal à ça. Nous, on est vraiment ravis que des investisseurs viennent acheter chez nous. Encore une fois, c'est une preuve de la force de la marque s'ils achètent à Bordeaux plutôt qu'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces châteaux qu'ils rachètent? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Du vin. Et du très bon vin. Non, mais ils investissent, ils continuent à investir, ils continuent à restaurer les vignes, superbement bien les châteaux, et ils font du très bon vin. Ils investissent très très bien. Ça, il n'est pas question. Enfin, moi j'ai entendu effectivement le vin va être moins bon, mais non. Un Chinois achète un vignoble, c'est pas pour faire du mauvais vin. Son intérêt c'est de faire du bon vin. La plupart regardaient l'équipe française, qui est la mémoire du château. Ça c'était une très bonne idée, et ils continuent et perdurent à faire du très bon vin et à restaurer le vignoble. Oui, en termes d'emploi, également, c'est bénéfique, vous dites, pour la région. Bénéfique, je ne sais pas, Christophe, si c'est bénéfique, mais enfin, en règle générale, ils gardent l'équipe française. Ceux qui n'ont pas gardé l'équipe française se sont plantés. C'est le cas de ce que je vous disais tout à l'heure, quelques particuliers qui n'ont pas compris ce que c'était qu'un vignoble, donc qui ont revendu. Et alors, ce vin qu'ils produisent, il part à 100% en Chine? Non, Ça dépend des cas. Il y a une volonté aussi de certains, je pense au Château de la Rivière à Fronsac, qui lui souhaite continuer à commercialiser une partie de ses volumes sur la France, parce qu'il y avait un marché historique, il y avait des clients historiques. Et la règle habituelle, c'est quand même que les vins repartent en Chine, parce que ces gens-là sont des gens qui ont des gros moyens et donc des gros réseaux, et c'est assez facile pour eux d'écouler une production en Chine, parfois à des prix mieux valorisés que ce serait vendu sur le marché français, qui est beaucoup plus compétitif. Mais il y a toutes les règles. La grande majorité des volumes repartent quand même vers la Chine. Qu'est-ce qu'on a comme différence de prix entre donc une même bouteille ici dans le Bordelais et en Chine? Il n'y a pas de règle, ça dépend de chaque vin. Mais un vin qui part d'ici à 5 € est grosso modo vendu entre 20 et 30 € aux consommateurs chinois, avec les coûts de transport, de taxes, de frais, voilà. C'est le transport qui est énorme. Le coût de transport est énorme. D'accord. Donc du moyen de gamme bordelais peut se retrouver du haut de gamme finalement en Chine. Non, parce que ça reste à 20 € en Chine, c'est de l'entrée de gamme. Hein. Il n'y a pas de vin à 3 € importé en Chine. Donc les vins importés en Chine, ça reste plutôt à une clientèle CSP+, quand même. Hein. Si une petite partie de la population chinoise est en capacité d'acheter des vins importés de France ou d'ailleurs. Alors on a eu un crash financier qui est celui du groupe Haishang, qui en 2018, donc c'est un groupe qui a des activités dans le pétrole, le tourisme, l'immobilier, qui avait acheté une vingtaine de châteaux bordelais. Et en 2018, c'est l'État chinois qui a découvert qu'il s'agissait en fait de détournement de fonds publics. Que deviennent il y a 24 châteaux, que deviennent ces 24 châteaux du Bordelais? Mais ils sont remis en vente, Là, la justice fait son travail, et si le groupe qui a acheté est liquidé, c'est comme si un groupe français achetait une propriété et que le groupe était liquidé. Hein. La propriété serait mise en vente et avec un liquidateur qui gérerait les actifs de la société pour compenser les pertes et les dettes. Voilà, ça, que ce soit des Chinois, ça peut arriver aussi à des groupes français ou à des groupes autres. C'est pas parce que c'est des Chinois que la règle change. Oui, la loi est la même. Continuons sur l'action de l'État chinois. Quel est le regard de l'État chinois sur ces investissements en France, sur le vignoble français? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que certains milliardaires chinois achètent aussi ces vignobles au cas où, pour mettre leur argent à l'abri en Europe, comme l'ont fait d'ailleurs par le passé les oligarques russes? Mais ils pourraient le faire en achetant des propriétés sur la Côte d'Azur ou des bateaux aux Bahamas ou... Ces riches chinois qui achètent, ils décident de placer leur argent, ils le font librement. Alors le gouvernement chinois est assez regardant quand même sur les capitaux qui quittent la Chine, parce qu'ils préfèrent que les capitaux soient investis en Chine plutôt qu'à l'extérieur.
Mais aujourd'hui, l'économie chinoise, c'est quasiment un système libéral et qui fonctionne comme un système capitaliste classique. Est-ce qu'il y a une possibilité de crainte économique? Alors, vous avez déjà répondu qu'on ne délocalisait pas le terroir, ça j'ai bien entendu. Mais est-ce qu'on peut par exemple craindre l'inverse, c'est-à-dire qu'un jour, du maître de chez au guide qui fait les visites dans le château jusqu'au vendangeur, ce soit qu'une équipe chinoise et qu'on ne fasse plus du tout appel à la main-d'œuvre sur place? Non, c'est l'inverse qui se passe. Les riches chinois qui parfois créent aussi des vignobles en Chine font plutôt appel à de la main-d'œuvre française et bordelaise, à des prestataires de services, des tonniers français. Parce que le savoir-faire il est ici, donc plutôt que de faire venir des Chinois à travailler dans les propriétés françaises, c'est le plus souvent des Français qui sont appelés pour travailler dans les propriétés chinoises. Il y a parfois un dirigeant ou un intermédiaire qui reste sur place et qui fait l'intermédiaire entre le propriétaire qui est en Chine et les équipes françaises, et parfois cette personne-là ça peut être un Chinois, mais les salariés de savoir-faire c'est bien évidemment des Français et le plus souvent des Bordelais. D'accord. Oui, l'intermédiaire il s'occupe du marketing, du commercial et surtout il est trilingue. En règle générale français, anglais, chinois, pour aider le propriétaire qui ne parle pas du tout anglais ou français, bien sûr, à communiquer avec l'équipe française. Et alors vous, comment tous les deux vous voyez dans les mois, les années qui viennent, les investissements chinois à Bordeaux et d'une façon plus générale, la relation Bordeaux-Chine? Très bonne. Oui, on est plutôt optimiste. On continue de penser que la Chine est et restera un grand marché pour le vin de Bordeaux, puisque la classe moyenne ou haute qui achète des vins importés, elle est en train d'augmenter en nombre de consommateurs. La consommation par an et par habitant progresse aussi en Chine, ce qui n'est pas le cas en France. Donc on continue à regarder la Chine avec optimisme en espérant que ça reste un marché très important pour les vins de Bordeaux demain. Je vous remercie pour vos réponses. Mais on vous en prie. Avec plaisir. Des professionnels unanimement enthousiastes, des investissements quantitatifs et qualitatifs, la Chine serait donc un investisseur comme les autres. Certes, il y a des antilopes tibétaines, mais nous n'avons pas attendu les Chinois pour avoir des moutons cadets ou cheval blanc. Et puis nous aussi investissons à l'étranger. L'homme d'affaires bordelais Bernard Magrez possède des vignobles au Chili, au Japon, en Uruguay, au Maroc, en Argentine. Ne sommes-nous pas tous finalement les Chinois d'un autre ? Faire affaire avec la Chine, c'est aussi rencontrer une autre civilisation, millénaire, qui a son histoire, sa culture et un régime politique différent du nôtre. Nos pratiques, notre viticulture et nos savoir-faire sauront-ils résister à cet échange ? Qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, il faudra compter avec la présence chinoise dans le Bordelais dans les années à venir. Mais pour ma part, j'aurai toujours un pincement au cœur de voir remplacer l'étendard au léopard d'or d'Aquitaine par un autre drapeau, quelle que soit sa couleur. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.